Le village de St. Mary Mead sommeillait encore sous un voile de brume gris-perle. Les haies étaient couvertes de rosée et les ruelles étroites étaient silencieuses, à l'exception du bruissement discret des oiseaux qui n'étaient pas encore prêts à chanter. Dans son cottage d'Old Mill Lane, mademoiselle Jane Marple, qui s'était levée plus tôt que d'habitude, se tenait debout devant la fenêtre de son salon, un châle soigneusement enroulé autour des épaules. Elle n'était pas du genre à dormir jusqu'à l'aube. Il y avait tant de petites choses à remarquer à cette heure-là, des choses qui changeaient de manière curieuse la perception que l'on avait de la nature humaine. Elle sirotait son thé du matin, préparé de ses propres mains disciplinées, et regardait la faible lueur du lever du soleil commencer à réchauffer le ciel oriental. C'est alors, à peine 3 ou 4 minutes après 5 heures, qu'un bruit vint troubler le calme. Un coup ferme et frénétique. Pas à sa propre porte, mais quelque part à proximité. 3 coups secs, comme les battements précipités d'un cœur en détresse. Toc, toc, toc. Le son résonna dans la ruelle, trop pressant pour être celui du laitier, trop tôt pour être celui d'un commerçant. Les mains de mademoiselle Marple s'arrêtèrent, sa tasse de thé suspendue en l'air, et elle plissa légèrement les yeux. À une telle heure, d'écouter frapper à la porte ne signifiait souvent qu'une seule chose. Quelqu'un avait peur. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit doucement, le léger grincement masqué par le vent qui soufflait. Là, juste en face de la ruelle, se trouvait la petite maison soignée et recouverte de lierre appartenant à Monsieur et Madame Allerton, les nouveaux arrivants de Londres, dont la présence avait ajouté un petit intérêt au village. Un jeune couple, assez aimable, même si une certaine nervosité collait à la femme comme un parfum qu'elle ne pouvait pas laver. La porte d'entrée de la maison des Allerton était entr'ouverte, et sur le seuil se tenait Madame Clara Allerton, elle-même, pieds nus et pâle, sa chemise de nuit flottant comme un drapeau fantomatique dans la brise matinale. Ce qui frappa le plus mademoiselle Marple, ce furent ses mains, crispées, autour du col de l'homme affalé à ses pieds. Son mari. « S'il vous plaît !» La voix de Clara tremblait, un murmure bien trop faible pour la situation. « Je n'arrive pas à le réveiller. » Mademoiselle Marple était déjà en train d'attacher son châle, plus solidement, traversant la route d'un pas vif. L'aube venait à peine de poindre, mais le malheur était déjà arrivé sans même une invitation polie. M. Henry Allerton gisait dans une position inconfortable, un bras tordu sous lui, le visage tourné vers le haut dans un silence effrayant. Il n'y avait aucun signe de sang ni de blessure visible, rien qui suggérait quelque chose de plus sinistre qu'un évanouissement. Mais le silence anormal de sa poitrine, l'absence de souffle dans l'air froid du matin, tout cela en disait long. Mademoiselle Marple s'agenouilla avec une aisance surprenante pour son âge, ses doigts froids effleurant le poignet de l'homme. Silence. Les yeux de Clara se remplirent d'un espoir désespéré. « Il a frappé, » murmura-t-elle. « Il était sorti se promener. Il a dit qu'il avait besoin d'air frais, et puis quelqu'un a frappé à la porte, et quand j'ai ouvert, il est juste tombé. » Un seul coup à nouveau, plus fort cette fois. Clara tressaillit. C'était l'inspecteur Crail, chapeau à la main, l'air profondément irrité d'avoir été convoqué si tôt. Il s'approcha rapidement, suivi du policier du village. Le premier réflexe de Crail, observa mademoiselle Marple, n'était ni l'inquiétude, ni le choc, mais la suspicion. Intéressant. Eh bien, qu'est-ce que tout cela signifie ? Demanda-t-il, comme si la réponse pouvait lui éviter d'avoir à réfléchir. Clara s'effondra. « Il est mort. Je crois qu'il est mort. » Crail s'accroupit pour vérifier ce que mademoiselle Marple savait déjà. Il secoua la tête d'un air sombre et se redressa, son manteau battant au vent qui se renforçait. « Nous allons appeler le médecin. Gendarmes, sécurisez les lieux. » Son regard se posa sur mademoiselle Marple avec une pointe d'agacement.
Vous pouvez nous laisser nous en occuper, mademoiselle Marple. » Elle lui adressa un sourire aimable, du genre de ceux que les dames âgées réservent aux hommes qui se croient beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont. « Bien sûr, inspecteur, je n'oserais pas m'immiscer. » Mais elle ne s'éloigna pas. Au contraire, son regard se posa sur un détail infime. La manche droite du pyjama de M. Allerton était légèrement tachée de terre sombre, comme s'il avait effleuré de la terre encore humide de rosée. Une promenade à l'aube, c'est ce que Clara avait dit. Mais il y avait autre chose. Sa paume gauche était rougie, écorchée, comme s'il avait heurté quelque chose de dur avant de s'effondrer. Et là, près du seuil, juste sous les orteils tremblants de Clara, gisait un objet à moitié caché dans l'ombre. Une petite cloche en laiton, pas plus grosse qu'une prune, dont le battant avait disparu et dont le métal était terni par le temps. Une chose étrange à trouver sur le pas de la porte avant le lever du soleil. Mademoiselle Marple ne se souvenait pas l'avoir jamais vue dans la maison des Allerton. Clara suivit son regard et eut un petit cri étouffé, reculant d'un pas. « Ce n'est pas à nous. » Creil la remarqua alors et aboya. « Ne touchez pas à ça. » Comme si Clara avait tendu la main vers une grenade active. Il se baissa avec un mouchoir et ramassa la curieuse petite cloche. Il la retourna en fronçant les sourcils. Nous ajouterons cela aux preuves. Des preuves? Les yeux bleus de mademoiselle Marple brillèrent doucement. Les preuves étaient ce que la police avait remarqué. Mais la vérité se trouvait dans ce qu'ils n'avaient pas remarqué. Il n'y avait aucune peur dans les yeux de Clara lorsqu'elle regardait son mari, seulement de la confusion et du désespoir. Pourtant, lorsque l'inspecteur lui demanda où Henry était allé avant l'aube, une légère lueur d'angoisse traversa son visage. Mademoiselle Marple nota soigneusement cette réaction. Les gens se trahissaient toujours dans ces moments fugaces, avant de se rappeler comment ils devaient se comporter. Lorsque le médecin arriva enfin, et que le nouveau matin projeta de longs rayons de soleil dans la ruelle tranquille, St. Mary Mead commença à s'animer. Les rideaux bougèrent, les spéculations chuchotées fleurirent comme du lierre fraîchement arrosé. Un coup à la porte à l'aube, et un mari mort sur le seuil de sa propre maison. Tout le monde en parlerait avant le petit déjeuner. Mademoiselle Marple observait tout cela avec un calme serein, les mains jointes devant elle. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'étrange cloche que le policier était en train d'emballer. Elle n'avait pas sa place ici, pas à ce moment-là. Et quand quelque chose n'a pas sa place, c'est souvent le début de toute l'histoire. Les efforts de l'inspecteur Creil pour maintenir l'ordre n'avaient en rien freiné l'appétit du village pour les spéculations. À 6h30, toute la longueur d'Old Mill Lane était devenue une procession informelle de voisins inquiets, chacun déterminé à observer la calamité, tout en faisant semblant de ne pas le faire. Mademoiselle Marple observait avec un détachement poli Madame Price, de la poste, s'approcher de Clara Allerton, lui serrant le bras avec une sympathie théâtrale, tandis que ses yeux se posaient anxieusement sur la porte, enregistrant chaque détail susceptible d'épicer le prochain récit chuchoté. C'est précisément dans des moments comme celui-ci que le vrai caractère d'un village se révélait. Le médecin confirma ce que mademoiselle Marple soupçonnait déjà. Henry Allerton était bel et bien mort. La cause n'était pas encore certaine, mais il n'y avait aucun signe évident de violence. Creil, impatient face à l'ambiguïté, insista pour obtenir tout élément susceptible de clarifier la situation. « Cela pourrait être son cœur », murmura le médecin. « Les hommes ne montrent pas toujours de signes avant-coureurs. » L'expression de Clara se déforma. « Il n'était pas malade. » Creil tourna rapidement ses soupçons vers elle. « Vous en êtes certaine ?» Les yeux de mademoiselle Marple s'attardèrent sur la cloche en laiton, désormais soigneusement placée dans une pochette transparente. Elle reposait sur une petite table près du couloir, silencieuse, mais pas insignifiante pour autant.
Elle semblait attirer le regard de Clara à plusieurs reprises, comme une mouche bourdonnante qu'elle ne pouvait chasser. « Reconnaissez-vous cet objet, Madame Allerton ?» demanda Crail. Un hoquet de respiration, une pause à peine perceptible. « Non, » murmura Clara. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. » Miss Marple remarqua la tension dans les épaules de Clara, la façon dont ses orteils se crispaient sur le plancher comme pour résister à un poids terrible. La peur s'exprimait souvent avant les mensonges. Crail referma brusquement son carnet. « Nous aurons besoin de votre déposition au poste. » Clara acquiesça machinalement. Miss Marple s'approcha, offrant une douceur là où Crail avait porté un jugement. « Ma chère, puis-je vous apporter un peignoir ?» demanda-t-elle doucement. « Le froid matinal peut être assez rude. » Clara cligna des yeux, comme surprise de trouver quelqu'un qui se souciait de son confort. « Oui, oui, merci. » Miss Marple se glissa dans le salon des Allerton, une pièce bien rangée et de bon goût. Des gravures de Londres ornèrent les murs, un vase contenait des lys frais. Les chaises étaient disposées comme pour des invités qui ne seraient jamais venus. Mais c'est la cheminée qui attira son attention. Parmi la rangée bien ordonnée d'objets décoratifs, un espace était vide. Une légère trace ovale restait dans la poussière, là où quelque chose avait été récemment retiré. Quelque chose de la taille une petite cloche. Elle se pencha pour regarder de plus près. La poussière était remuée, la trace était récente. Peut-être s'agissait-il d'une pièce manquante d'un ensemble. Les cloches étaient souvent vendues par paire ou en collection, des ornements élégants et assortis, nichés les uns contre les autres. Ici, il ne restait que le vide. Le motif résonnait silencieusement. Les doigts de Mademoiselle Marple hésitèrent, sans oser toucher l'espace vide. Une légère odeur de métal persistait. Du laiton ou du bronze, soupçonna-t-elle. Ce n'était pas un souvenir de Londres, mais quelque chose de plus ancien. Henry Allerton avait frappé à sa propre porte en désespoir de cause. Mais pourquoi ne l'avait-il pas appelé par son nom? Pourquoi avoir frappé comme un visiteur suppliant qu'on le laisse entrer dans sa propre vie? Et pourquoi Clara avait-elle réagi avec une telle inquiétude à la vue de cette cloche, alors qu'elle n'était censée l'avoir jamais vue? Mademoiselle Marple prit un peignoir en laine douce à l'arrière d'un fauteuil, le plia délicatement sur un bras avant de revenir. Clara l'enfilait avec gratitude, même si ses frissons ne cessaient pas. « Merci. Vous êtes très gentille, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas un problème, » l'assura Mademoiselle Marple. « Mais vous devez faire attention à ne pas prendre froid. Le choc est un terrible voleur de chaleur. » Les lèvres de Clara tremblaient. Son regard se posa une fois de plus sur la sonnette posée sur la table, puis s'en détourna, comme si celle-ci avait le pouvoir de la condamner. « Madame Allerton, » dit doucement Mademoiselle Marple, « étiez-vous réveillée quand Henry a quitté la maison ?» Clara hésita. Une ombre passa sur son visage. « Il n'arrivait pas à dormir, » finit-elle par murmurer. « Il était très anxieux depuis notre arrivée. » Mademoiselle Marple attendit, laissant le silence faire ressortir la vérité aussi sûrement que l'interrogatoire aurait pu la forcer. « Il s'est disputé hier soir, » dit Clara. « Avec quelqu'un. » Crail bondit. « Quelqu'un? Qui ?» Clara serra ses mains tremblantes l'une contre l'autre. « Je ne devrais pas dire, mais vous devez le faire, » insista Crail d'un ton sévère. « Un homme est mort. » Clara déglutit péniblement et baissa les yeux vers le corps inerte de son mari. Des larmes lui montèrent aux yeux. Lorsqu'elle finit par parler, sa voix était si faible que Mademoiselle Marple dut se pencher vers elle. « Avec Madame Finch, la voisine. Il se disputait à propos du mur du jardin. » Crail plissa les yeux. « La nuit ?» Clara acquiesça. Monsieur Finch s'était encore plaint de la hauteur de la haie. Ils étaient
désagréable depuis que nous avions emménagé. L'inspecteur griffonna furieusement, élaborant déjà une théorie simple. Un mari en colère, une confrontation qui avait mal tourné, pratique, superficielle. Mais mademoiselle Marple voyait des fissures plus profondes. Ce n'était pas madame Finch ni les haies qui effrayaient Clara. C'était la cloche. Cette cloche en laiton silencieuse qui n'avait pas le droit d'être là, et qui était pourtant désormais la chose la plus bruyante dans la pièce. Mademoiselle Marple prit doucement la main de Clara. « Vous avez bien fait d'appeler à l'aide. La vérité finit toujours par éclater au grand jour, même si certains tentent de la dissimuler. » Clara leva les yeux, surprise comme si un secret avait été dévoilé. Au bout de la ruelle, les cloches de l'église commencèrent à sonner doucement et régulièrement pour le service du matin. Mais mademoiselle Marple le remarqua immédiatement. Clara sursauta au son des cloches. Les cloches de St. Mary's avaient à peine fini de sonner que tout le village semblait trouver une raison de passer devant la maison des Allerton. Personne ne s'attardait, du moins pas ouvertement, et chaque passant s'efforçait de dissimuler sa curiosité sous un air inquiet. Un mouchoir tombé ici, une promenade terriblement opportune avec le teckel là-bas. À St. Mary Mead, la calamité n'était qu'un prétexte pour faire de l'exercice. Mademoiselle Marple, après avoir escorté Clara à l'intérieur pour qu'elle se repose, se tenait maintenant tranquillement dans le petit jardin devant la maison. La rosée s'accrochait aux pétales des roses à demi ouvertes, dont le parfum s'élevait faiblement dans l'air qui se réchauffait. L'inspecteur était à l'intérieur avec le policier, le médecin était parti. Un silence, inquiétant et tendu, semblait s'étendre du seuil de la porte à la haie. Silence, mais pas immobilité. De l'autre côté de la ruelle, arriva madame Finch, d'un pas vif et le menton levé. C'était une femme grande, à la posture anguleuse, du genre à entrer, dans une pièce, et certainement dans un jardin, en jugeant d'abord, puis en faisant preuve de courtoisie, si tant est qu'elle en fasse preuve. Son chapeau, posé sévèrement sur sa tête, ressemblait à un corbeau prêt à s'envoler. « Je devais absolument venir », déclara madame Finch, avant même d'avoir atteint le portail de mademoiselle Marple. « C'est terrible, tout simplement terrible. » Sa voix avait le ton précis de quelqu'un qui trouvait tout cela très excitant. Mademoiselle Marple croisa les mains avec élégance. « Oui, c'est un grand choc. » Madame Finch jeta un coup d'œil vers la porte entr'ouverte, comme si elle pouvait voir le cadavre depuis l'endroit où elle se tenait. « Bien sûr, nous ne savons pas encore ce qui s'est passé, mais vraiment, ces Londoniens apportent souvent des ennuis partout où ils vont. » Elle prononça ces mots comme s'il s'agissait d'une vérité universelle absolue. « Madame Allerton a dit qu'il y avait eu une dispute ?» demanda mademoiselle Marple, doucement, comme dans une conversation anodine. Madame Finch pinça les lèvres. Une broutille qui ne vaut guère la peine d'être répétée. Ce qui signifiait que cela valait tout. « Cela concerne la haie, je crois, » suggéra mademoiselle Marple. Un reniflement dédaigneux. « Mon mari a simplement fait remarquer que leur haie dépassait de 3 pouces la hauteur légale pour les limites de propriété commune. Monsieur Allerton s'en est offusqué. Les tempéraments urbains, vous voyez. Ils ne sont pas habitués au calme de la vie villageoise. » Et à une heure aussi tardive ? Madame Finch hésita, mais seulement légèrement. « On entend des choses, » dit-elle enfin, les yeux plissés. « Il y a des cris qui viennent de cette maison. Parfois, ils ne semblent pas heureux. » Mademoiselle Marple laissa les paroles de la femme se déposer comme de la poussière. Une accusation déguisée en observation. Une autre vérité universelle dans les discours villageois. Madame Finch se pencha plus près, baissant la voix comme si elle confiait une parole sacrée. « Elle est beaucoup trop nerveuse, vous ne trouvez pas ? Elle regarde toujours par-dessus son épaule. J'ose dire que quelqu'un a apporté ses problèmes avec lui. »
L'expression de mademoiselle Marple resta sereine, mais intérieurement, elle nota l'indice. La peur de Clara était antérieure à ce matin-là, et l'anxiété d'Henry, avait dit Clara, allait croissant. « Monsieur Allerton sortait-il souvent à des heures inhabituelles ?» demanda doucement mademoiselle Marple. « Oh oui !» répondit madame Finch avec une certitude emphatique. « Il arpentait l'allée dans l'obscurité. Dieu seul sait pourquoi. » Ces mots résonnèrent comme une cloche. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le perron des Allerton. Cet objet étrange, désormais scellé dans un sac de preuves de la police, avait déjà commencé son tranquille voyage à travers les rumeurs. Madame Price, de la poste, et Monsieur Miller, de l'épicerie, se tenaient désormais ensemble, près de l'allée, la tête penchée dans un échange complice. Un rituel, d'après ce que j'ai entendu. Une affaire londonienne, vous savez. Un avertissement, dit-on. Le silence de la cloche semblait amplifier chaque théorie chuchotée. Quelques pas derrière mademoiselle Marple, Clara apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de la robe de chambre que mademoiselle Marple lui avait donnée. Elle se tenait là, tremblante, les yeux rougis, ne sachant pas si elle devait sortir ou se cacher pour toujours à l'intérieur. Lorsque madame Finch la remarqua, ses sourcils se levèrent de joie. De nouveaux morceaux pour le moulin. Mademoiselle Marple intervint doucement. « Vous devriez peut-être rentrer chez vous maintenant, madame Finch. Clara a besoin de calme. » Madame Finch pinça les lèvres, offensée, mais acquiesça sèchement. « Bien sûr, je serai disponible si la police a besoin d'un témoignage fiable. » Elle s'éloigna d'un pas décidé, chaque pas raidi par la satisfaction. Clara poussa un petit soupir, comme si elle remontait à la surface après avoir été sous l'eau. « Ils pensent des choses horribles, » murmura-t-elle. « Ils pensent ce qui les rassure le plus, » répondit mademoiselle Marple d'une voix apaisante. « La peur préfère avoir une direction, même si elle pointe dans la mauvaise direction. » Les yeux de Clara se posèrent à nouveau sur le sac de preuves que Crail avait laissé sur la table du hall. « Cette cloche, je lui ai dit que je ne l'avais jamais vue, mais... » Elle s'interrompit, les mains tremblantes. Mademoiselle Marple attendit, patiente comme l'aube elle-même. Lorsque Clara reprit la parole, ses mots sortirent rapidement, comme si elle craignait que quelqu'un d'autre l'entende. Elle appartenait à la mère d'Henry, un ensemble assorti, 2 petites cloches rapportées de ses voyages. Elles étaient posées sur son piano à Londres. Lorsque nous avons déménagé ici, Henry les a rangées. Il disait qu'un nouveau départ n'avait pas besoin de vieux fantômes. « Et la deuxième ?» demanda mademoiselle Marple. Les lèvres de Clara tremblèrent. « Elle a disparu. Il y a des mois, Henry a dit qu'il l'avait perdue quelque part après les funérailles. Nous ne l'avons jamais retrouvée. L'une d'elles gisait maintenant près de la porte, à côté de son corps, sans vie. Une cloche qui n'aurait pas dû sonner, mais qui avait pourtant retenti dans l'obscurité. » À l'intérieur, l'inspecteur Crail interrompit la confession de Clara avec la subtilité d'une enclume qui tombe. « Madame Allerton, nous allons vous escorter jusqu'au poste. » Son stylo grattait bruyamment son carnet. « Lorsque votre mari est sorti, a-t-il emporté quelque chose avec lui? Peut-être une clé? Une lettre? Une deuxième cloche ?» suggéra doucement mademoiselle Marple. Crail plissa les yeux. Il n'appréciait pas les interventions qu'il n'avait pas initiées. « Nous nous occuperons des questions, mademoiselle Marple. » Elle sourit poliment. « Oh, bien sûr. Je pensais simplement que la cohérence pourrait aider. » Crail fit signe au policier. Clara hésita sur le seuil de la porte, les yeux fixés une fois de plus sur la cloche. Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. « La vérité finira par éclater, ma chère. C'est toujours le cas. » Les yeux de Clara se remplirent à nouveau de larmes. Cette fois, non seulement de peur, mais aussi de culpabilité. Et quelque part, au loin, un léger cliquetis métallique résonna, comme le fantôme d'une autre cloche qui tombait.
Mademoiselle Marple tourna brusquement la tête pour écouter. Mais le son s'estompa dans l'agitation matinale, avant qu'elle ne puisse l'identifier. Pourtant, le motif s'affina. 2 cloches formaient autrefois une paire. L'une a disparu, l'autre est revenue pour demander des comptes. L'inspecteur Crail escorta Clara jusqu'à la gare d'un pas raide et autoritaire, qui suggérait qu'il se croyait déjà à mi-chemin de la résolution de l'affaire. Mademoiselle Marple regarda la voiture disparaître au coin du presbytère, ses pneus sifflant sur le gravier humide. Les premiers rayons du soleil scintillaient sur la ruelle, révélant désormais plus de visages que de maisons, des résidents qui flânaient juste assez près pour prétendre avoir une raison d'être là. Mademoiselle Marple retourna à l'intérieur du cottage Allerton, où Crail lui avait interdit de s'attarder, mais n'était pas restée assez longtemps pour faire respecter cette interdiction. Elle se déplaçait avec des pas simples et inoffensifs, telle une vieille fille sans mari, s'intéressant vaguement aux tasses à thé et à la broderie. Les gens pensaient toujours que c'était tout ce qu'elle était. Mais mademoiselle Marple comprenait le chagrin. Elle comprenait encore mieux la culpabilité. L'intérieur portait les traces d'une vie déballée à la hâte, des piles de livres qui n'avaient donc pas encore trouvé leur place sur les étagères, des cadres photos retournés dans les tiroirs, et une odeur persistante de poussière londonienne encore emprisonnée dans les rideaux. Une maison qui n'était pas encore habitée, ou peut-être qui n'osait pas encore être habitée. Elle examina à nouveau la cheminée. La cloche manquante, dont la jumelle gisait désormais dans une pochette de preuves de la police, avait laissé derrière elle non seulement une empreinte dans la poussière, mais aussi quelque chose de plus sombre. Un seul fil bleu pâle, accroché au bord en bois. La robe de Clara était crème. Le pyjama d'Henry était rayé, bleu marine et blanc. Le bleu pâle n'avait pas sa place ici. Quelque chose d'autre attira son attention. Une éraflure à peine visible sur la surface de la cheminée, suffisamment récente pour laisser apparaître le bois plus clair sous le vernis. Comme si quelqu'un avait saisi la cloche manquante avec force ou l'avait retirée à la hâte. Motif ? Alarme désactivée. Enlevée avant qu'elle ne puisse sonner. Un murmure s'échappa par la porte ouverte et mademoiselle Marple se retourna pour accueillir la nouvelle arrivante. Madame Price avait de nouveau traversé la ruelle. Elle avait apparemment trouvé une raison bien plus urgente d'être curieuse. Son visage rond était rouge, sa respiration s'était accélérée sous l'effet d'une détresse théâtrale. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que c'était du poison ? C'est tellement horrible, tellement soudain. » Madame Price serra son sac à main comme s'il contenait la vérité elle-même. Vivant à un instant et l'instant d'après, appelant à l'aide. « Pas si soudain, » murmura doucement mademoiselle Marple. « Si l'on écoute. » Madame Price cligna des yeux. « Pardon ?» Mademoiselle Marple sourit gentiment, comme si elle n'avait rien dit d'important. « Pardonnez-moi, mes pensées s'emballent. »« C'est très troublant, » continua Madame Price, encouragée par ce semblant d'accord. Henry Allerton semblait être un homme si agréable, et Clara, eh bien, elle ne s'est jamais vraiment intégrée, n'est-ce pas? Elle a ce regard. Elle tapota sa tempe de manière significative, baissant la voix. Nerveuse. « La peur prend souvent des formes familières, » répondit mademoiselle Marple, d'un ton doux mais ferme. Madame Price renifla, non pas en signe de désaccord, mais simplement de confusion, et se précipita vers sa boutique, impatiente de répandre les fragments d'observation qu'elle pouvait embellir. Seule à nouveau, mademoiselle Marple s'arrêta près de la porte d'entrée où Henry était tombé. Les marques sur le seuil en pierre racontaient une histoire subtile. De petites éraflures près du bord, une empreinte plus profonde. Il avait dû trébucher, peut-être en s'agrippant au cadre de la porte. Sa paume écorchée, l'angle bizarre de son corps. Et puis, le coup. Mais pourquoi frapper?
Un homme marié qui rentre d'une promenade devrait simplement tourner la poignée, à moins qu'il n'ait plus la clé, ou qu'il ne se sente plus libre d'entrer. Son regard se posa sur la table du couloir où l'inspecteur avait laissé le sac contenant les preuves. La cloche en laiton à l'intérieur captait un rayon de soleil et brillait faiblement. Elle était magnifique, même ternie, avec ses motifs gravés qui s'enroulaient délicatement autour de son corps comme des vignes. Un objet conservé non pas pour être utilisé, mais pour se souvenir. Et les souvenirs, mademoiselle Marple le savait, pouvaient être les plus cruels des cloches, sonnant longtemps après que l'on ait aspiré au silence. Elle s'apprêtait à entrer dans la cuisine lorsqu'une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Léonard Finch. Ses lunettes brillaient de mille feux. Son attitude était rigide et pleine d'importance. « Mademoiselle Marple, dit-il d'un ton sec, je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun incident désagréable entre Monsieur Allerton et moi-même hier soir. Ma femme exagère. »« Vraiment ?» répondit mademoiselle Marple d'un ton aimable. Elle a laissé entendre qu'il y avait eu une dispute au sujet de la haie. Les lèvres de Finch se pincèrent. Une légère discussion, rien de plus. Et pourtant, madame Allerton semblait très bouleversée par quelque chose, observa mademoiselle Marple avec désinvolture. Finch se déplaça. Ces Londoniens, ils transportent leurs impulsions nerveuses comme des bagages, sans jamais les déballer correctement. Il tira sur une manche. Henri était agité. Je l'ai vu passer devant notre portail tard hier soir, encore une fois. « À quelle heure ?» demanda mademoiselle Marple comme si l'heure n'avait aucune importance particulière. « Après 23 heures. » Il s'éclaircit la gorge. Il fredonnait, une mélodie étrange, presque sans tonalité. « Un rythme semblable à celui d'une cloche ?» insista-t-elle doucement. Finch cligna rapidement des yeux. Peut-être. Son malaise était révélateur. Il voulait paraître sûr de lui, mais tout ce qu'il disait était nuancé. « Portait-il quelque chose ?» demanda-t-elle. Finch marqua une pause trop longue. Non. Ce qui signifiait oui, il avait remarqué quelque chose, mais ne voulait pas s'engager. « Monsieur Finch, » dit doucement mademoiselle Marple, « les hommes qui marchent la nuit essaient parfois d'échapper à ce qui les trouble pendant la journée. » Le visage de Finch s'assombrit. Des problèmes? C'est absurde. Il avait une femme charmante et une maison tout à fait respectable. Ses narines se dilatèrent légèrement. Rien ne justifie l'agitation. Mademoiselle Marple inclina la tête. Quelle chance que vous pensiez ainsi. Il était à fleur de peau, son ressentiment bouillonnant comme une allumette frappée attendant la flamme. Il partit sans un mot. Dans son sillage, le cottage semblait plus froid. Mademoiselle Marple se dirigea vers le petit salon et s'assit dans un fauteuil qui n'avait manifestement pas été choisi pour son confort. Elle posa ses mains gantées sur ses genoux, son esprit assemblant tranquillement tout ce qui avait été dit et non dit. Clara effrayée par les cloches. Henri hanté par des pressions invisibles. Un héritage disparu réapparaissant comme un jugement. Et un homme qui frappe à sa propre porte, comme si la maison ne l'accueillait plus. À ce moment-là, un tiroir s'ouvrit brusquement quelque part au fond de la maison. Miss Marple se leva, se déplaçant avec la sûreté silencieuse d'un chat. Le bruit venait de la chambre. Elle marcha prudemment, tournant le coin juste à temps pour apercevoir une silhouette se glisser par la fenêtre ouverte, rapide, agile et vêtue de vêtements sombres. Un aperçu de cheveux pâles, un éclat métallique dans sa main, puis disparut. Mademoiselle Marple se précipita vers la fenêtre, mais le jardin était vide, à l'exception des roses agitées. Dans le tiroir, à moitié ouvert, gisait une feuille de papier pliée. Au-dessus, une deuxième gravure en laiton, en forme de cloche mais plate, comme si elle avait autrefois orné un écrin qui abritait les deux pièces. Le motif s'intensifia.
pas seulement des cloches, un ensemble, une promesse, un avertissement. Mademoiselle Marple souleva le papier avec une délicate prudence. Il ne contenait que 4 mots, écrits d'une écriture soignée et masculine. « La cloche doit sonner ». Mademoiselle Marple plia soigneusement la note, bien que les mots eux-mêmes fussent déjà gravés dans ses pensées. « La cloche doit sonner ». Une phrase curieuse, impérative, présageante. Non seulement symbolique, mais aussi instructive, comme si le silence de la cloche était une offense qui exigeait d'être corrigée. Elle glissa la note dans sa manche au moment où des pas se faisaient entendre à la porte d'entrée. L'inspecteur Crail revint, vif comme toujours, son irritation le précédant comme une brise autoritaire. « Mademoiselle Marple, » dit-il sèchement, « je croyais avoir clairement indiqué que cette maison était une scène de crime. »« Oh oui, » répondit-elle gentiment. « Et quelle chance que vous soyez revenu avant que d'autres crimes ne soient commis à l'intérieur. » Crail cligna des yeux, ne sachant pas si elle plaisantait ou l'accusait. L'expression agréable de mademoiselle Marple ne trahissait rien. Il passa devant elle pour se rendre dans la cuisine, sans doute pour donner l'impression de faire quelque chose d'utile. Le policier se tenait près de la porte, l'air mal à l'aise et terriblement jeune. Mademoiselle Marple s'adressa à lui avec gentillesse. « Agent Barrow, vous étiez le premier sur les lieux, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, » répondit-il en se redressant. « La cloche. Quand vous l'avez vue près de M. Allerton, était-elle posée près de lui ou placée délibérément ?» Barrow fronça les sourcils. « Placée, je dirais, juste à côté de lui, comme si elle avait été posée là exprès. »« Oui, » murmura mademoiselle Marple, comme si elle avait un rôle à jouer. La voix de Crail retentit depuis la cuisine. « Barrow, arrête de bavarder et aide-moi avec cette fichue bouilloire. » Barrow marmonna des excuses et s'éloigna précipitamment, laissant mademoiselle Marple avec un fil de vérité fraîchement déroulé. Placé délibérément, présenté. La cloche était un message. La nouvelle se répandit rapidement, et mademoiselle Marple se retrouva bientôt en route vers le presbytère. Non pas pour bavarder, même si d'autres pouvaient le supposer, mais parce que lorsque la peur s'emparait d'un village, le vicaire et sa femme étaient au cœur des répercussions. Madame Griselda Clément ouvrit la porte, son élégance dissimulant sa curiosité. « Jane, entrez, entrez. Vous devez connaître tous les détails horribles. » Mademoiselle Marple sourit en retirant son châle. Seulement certains. Mais suffisamment pour savoir que la peur ne doit pas se propager sans contrôle. Le thé lui fut servi avec l'efficacité d'un rituel, mais mademoiselle Marple y toucha à peine avant que M. Clément ne les rejoigne. Les lunettes de travers, l'air solennel. « Vous avez remarqué quelque chose ?» dit-il, sans poser de questions. Mademoiselle Marple appréciait cela chez le vicaire. Il voyait la vérité dans les silences. « Une cloche, » dit-elle. « Une partie d'une paire. Son absence était significative jusqu'à ce qu'elle décide de revenir. »« Superstition ?» suggéra madame Clément, intriguée. « Pas de la superstition, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Un souvenir et un avertissement. » Monsieur Clément fronça les sourcils. « Mais de qui ?» Avant que mademoiselle Marple n'ait pu répondre, des pas précipités retentirent dans le couloir, et une jeune femme de chambre affolée fit irruption dans la pièce. « Je vous prie de m'excuser, mais madame Finch est ici, et elle est hors d'elle. Elle dit qu'elle doit parler à mademoiselle Marple, qu'elle a oublié de lui dire quelque chose. C'est urgent, madame. » Madame Clément haussa un sourcil. « Eh bien, nous ne devons pas faire attendre sa catastrophe. » Madame Finch fit irruption, tremblante et essoufflée, telle une femme qui s'attendait à ce que le sol lui-même tremble par sympathie. « Mademoiselle Marple, » haleta-t-elle, « je me suis souvenue de quelque chose, à propos des cloches. » Mademoiselle Marple se pencha en avant. « Des cloches, au pluriel ?»« Oui. » Madame Finch tordait nerveusement ses gants. « Monsieur Allerton,
Il m'a demandé la semaine dernière si je pouvais garder quelque chose en sécurité pour lui. Une boîte, petite, en bois, verrouillée. Il a dit qu'elle avait une valeur sentimentale pour sa mère et que Clara ne devait jamais en connaître l'existence. « Jamais en connaître l'existence ?» répéta mademoiselle Marple. Madame Finch acquiesça vigoureusement. « J'ai refusé, bien sûr. Je ne pouvais pas être responsable des secrets d'autrui. » Et il est parti, l'air très bouleversé. Des secrets que Clara ne devait pas découvrir. Une boîte. Verrouillée. Une cloche manquante. Un mariage fragile. « Et vous n'en avez pas parlé à l'inspecteur Crail ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. Madame Finch se raidit, blessée. On ne peut pas raconter tout ce qui nous passe par la tête. D'ailleurs, comment pouvais-je savoir qu'il allait mourir? Son absence de malveillance était presque aussi utile que la malveillance elle-même. « Et cette boîte, l'avez-vous vue ?» demanda mademoiselle Marple. « Je l'ai juste aperçue. Du bois foncé. Une sculpture sur le couvercle, comme deux cloches entrelacées. » Le motif apparaissait désormais clairement. Deux cloches, un lien. Un lien rompu. Un silence s'installa, lourd comme le son d'une cloche. Madame Finch déglutit nerveusement. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que Clara aurait pu le tuer? Je veux dire, si elle avait trouvé la boîte, quelque chose de terrible à l'intérieur. » Mademoiselle Marple se leva, lissant sa jupe. Ses yeux, bien que doux, étaient remplis de conviction. « Ma chère Madame Finch, la vérité correspond rarement aux rumeurs les plus bruyantes. D'après mon expérience, les secrets les plus dangereux sont cachés par ceux qui parlent le moins. » Mademoiselle Marple rentra chez elle juste au moment où le ciel commençait à se couvrir. Elle entra sans bruit, mais le calme ne la réconforta pas. Son regard se posa à nouveau sur le sac contenant les preuves, toujours entre les mains du policier. Elle leva le sac à la lumière de la fenêtre. La cloche en laiton, bien que silencieuse, semblait presque dans l'expectative, attendant quelque chose. Et c'est alors qu'elle le vit. À l'intérieur de la cloche, là où aurait dû se trouver le battant, il y avait une petite tache sombre. Ce n'était pas de la rouille, ce n'était pas de la terre, c'était du sang, assez frais pour que la cloche ait été impliquée dans un acte violent. Elle avait sonné, silencieusement, contre de la chair. Mademoiselle Marple posa la cloche avec précaution, pensive et grave. Il y avait deux cloches. L'une avait disparu, l'autre était revenue, tachée de vérité. Mais le battant, il avait également disparu. Une cloche ne peut sonner sans sa voix, ce qui signifiait que quelqu'un, quelque part, détenait toujours la voix manquante du meurtre. L'après-midi s'assombrit plus tôt que prévu. De lourds nuages s'amassant comme si le ciel lui-même se sentait mal à l'aise. Un silence envahit Sainte Mary Mead, non pas le silence curieux des commérages, mais un silence tendu, comme le souffle retenu avant qu'un secret ne soit révélé. Mademoiselle Marple, ayant vu le sang à l'intérieur de la cloche, ne perdit pas de temps. Elle retourna au cottage des Allerton, même si l'inspecteur Crail s'y opposerait sûrement s'il la trouvait là. Mais l'inspecteur était ailleurs, probablement en train d'interroger Clara, avec un marteau alors qu'il aurait fallu une aiguille. À l'intérieur, mademoiselle Marple se déplaçait avec détermination, ses chaussures, à semelles souples, ne faisant aucun bruit sur le parquet. Elle se tenait à nouveau dans le salon, la cheminée et sa cloche manquante semblant désormais plus accusatrices. Deux cloches, une paire et un lien devenu menace. Elle passa doucement son doigt sur le bord poussiéreux de la cheminée. Le fil pâle qu'elle avait vu était toujours là, un fil aussi bleu que le ciel estival qui s'estompe. Cette même couleur, oui, la robe que Clara portait hier. Mademoiselle Marple se souvenait l'avoir remarqué, une simple robe cintrée à la taille. Clara y avait placé la cloche une fois, récemment,
puis l'avait retirée précipitamment. Une contradiction troublante. Clara avait menti. Mais mademoiselle Marple savait que la peur pouvait faire disparaître la vérité bien avant que la culpabilité ne le fasse. Un léger grincement derrière elle. La porte s'ouvrait. Miss Marple se retourna et vit une jeune fille mince qui se tenait timidement sur le seuil. Lizzie Barrow, la sœur du policier. Elle était connue pour deux choses, sa nature calme et son habitude de remarquer des choses que les autres ignoraient. Miss Marple murmura Lizzie en tordant son écharpe. « Je pense que vous devriez savoir quelque chose. »« Bien sûr, ma chère, » répondit Miss Marple d'une voix chaleureuse. « Venez vous asseoir. » Lizzie s'assit sur le bord d'une chaise, les yeux écarquillés par le poids de ce qu'elle savait. « Hier soir, j'ai vu M. Allerton, près du cimetière. Il avait un petit paquet dans sa poche, en forme de cloche, je crois, et il se disputait avec quelqu'un. » Mademoiselle Marple sentit les rouages de son raisonnement se mettre en marche. « Quelqu'un ? Qui, Lizzie ?» Lizzie déglutit. « Madame Finch. » Une nouvelle fissure dans la façade impeccable des Finch. Mademoiselle Marple attendit sans insister. Ils étaient en colère, tous les deux. La voix de la jeune fille s'affaiblit. Monsieur Allerton a dit quelque chose comme « Elle ne doit jamais le savoir. » Et Madame Finch a répondu « Alors, assure-toi qu'elle ne le sache pas. » Clara, à nouveau l'objet d'un secret. La protégeait-il ou la craignait-il? Et ensuite, demanda doucement Mademoiselle Marple, il s'est éloigné, rapidement. Lizzie hésita. Madame Finch avait l'air terrifiée. Les personnes terrifiées poussaient parfois les autres au silence. Avant que Mademoiselle Marple n'ait pu en dire plus, des pas lourds se rapprochèrent. L'inspecteur Crail fit irruption, le visage rouge de triomphe. « Nous l'avons trouvé !» aboya-t-il. « Une preuve suffisante du meurtre. » Il brandit un petit mouchoir, fleuri, délicat, taché de sang. Découvert dans la poche du manteau de Clara Allerton. Je l'ai placé en état d'arrestation. Affaire classée. Lizzie eut le souffle coupé. Mademoiselle Marple resta immobile, observant Crail comme on pourrait observer un enfant présentant fièrement un jouet cassé. « Vous avez trouvé des indices, inspecteur, » reconnut doucement Mademoiselle Marple. « Mais pas de preuves. » Crail se hérissa. « Elle a menti. Elle a prétendu ne rien savoir au sujet de la cloche, alors que nous savons maintenant qu'elle appartenait à sa défunte belle-mère. Elle avait un mobile et les moyens. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple d'un ton doux. « Sauf qu'elle n'a pas menti au sujet de l'origine de la cloche, seulement au sujet de sa connaissance de celle-ci. Et la peur n'est pas une preuve de culpabilité, inspecteur. »« Je sais reconnaître un meurtrier quand j'en vois un, » grogna-t-il. Mademoiselle Marple croisa son regard sans le défier, simplement avec compréhension. « Mon cher inspecteur, vous voyez ce que vous voulez voir. Vous n'entendez pas encore ce que la cloche sonne. » Elle se tourna vers Lizzie, qui semblait partagée entre le soulagement et la terreur. Mademoiselle Marple posa une main rassurante sur son bras. « Vous avez été très courageuse, ma chère. La vérité est souvent silencieuse, mais elle résonne tout de même. » Crail ricana. « Une notion romantique. Le meurtre est bien plus simple. »« Au contraire, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Le meurtre est rarement simple, surtout lorsque la victime frappe à sa propre porte pour demander de l'aide. » Crail se raidit. Premier signe que ses paroles avaient retouché une corde plus sensible qu'il ne l'aurait souhaité. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. « Nous devons nous demander pourquoi M. Allerton avait la cloche avec lui. Pourquoi quelqu'un a insisté pour que la cloche sonne. Et pourquoi cette même personne s'est assurée qu'elle ne fasse aucun bruit. » Le silence s'installa dans la pièce. Même la respiration de Crail semblait plus forte que le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Mademoiselle Marple s'approcha du sac contenant la cloche. Elle le souleva délicatement.
Ce n'est pas un objet décoratif, dit-elle. C'est un message, et le battant manquant est la voix de celui qui l'a envoyé. Crail ricana. Vous parlez par énigme. L'expression de mademoiselle Marple se refroidit. Non, inspecteur. Vous entendez des énigmes. J'entends quelqu'un réclamer justice. Trop tard pour lui-même, mais pas pour la vérité qu'il a laissée derrière lui. Son regard se porta vers la fenêtre, en direction de la maison des Finch. Madame Finch en savait plus qu'elle ne le prétendait, et Clara n'était pas la seule à trembler sous le poids de la culpabilité. Lizzie se leva silencieusement. « Mademoiselle Marple, que faisons-nous maintenant ?» Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa, ses yeux bleus brillant d'une clarté mortelle. « Maintenant, ma chère, dit-elle en posant la cloche avec le soin que l'on accorde à un pistolet chargé, nous laissons parler la deuxième cloche. » La pluie commença à tomber, une bruine lente et régulière qui parsemait la ruelle comme un code morse venu du ciel, épelant un avertissement. Les villageois se précipitèrent à l'intérieur, mais derrière les fenêtres masquées par les rideaux, leur curiosité brûlait. Un homme mort à l'aube, sa femme arrêtée, et des chuchotements plus forts que les cloches de l'église. Mademoiselle Marple, parapluie à la main, se dirigea d'un pas décidé vers la résidence des Finch. Bien que la maison ne se trouvât qu'à quelques pas du cottage des Allerton, la distance semblait plus grande, telle une ligne séparant le secret de la révélation. Madame Finch ouvrit la porte avec un sursaut, la culpabilité vacillant dans ses yeux avant qu'elle n'adopte une expression de dignité fragile. « Oh, mademoiselle Marple, je vous présente mes excuses pour le drame de tout à l'heure. » On se laisse emporter. Mademoiselle Marple la regarda gentiment, mais son regard était perçant. Une matinée difficile pour tout le monde. Puis-je entrer ? Madame Finch hésita juste assez longtemps pour trahir sa peur, puis s'écarta. L'intérieur était impeccable, comme si personne n'osait déranger le moindre coussin. Madame Finch s'assit sur le bord d'un canapé, les mains occupées à tripoter un mouchoir brodé de fil bleu pâle. Bleu, comme le fil accroché à la cheminée des Allerton, comme une cloche soulevée de son socle, comme un secret trop souvent manipulé. Mademoiselle Marple s'assit, observant les détails de la pièce. Des photos encadrées du couple, toujours formelles, jamais joyeuses. Un vaisselier fermé à clé. Et sur une petite table d'appoint, un présentoir vide. Une base circulaire, doublée de velours, dimensionnée précisément pour un souvenir qui n'était plus là. Un présentoir pour une cloche. La voix de mademoiselle Marple rompit le silence avec un calme prudent. « Monsieur Allerton vous a confié quelque chose d'important. » Madame Finch se raidit. « Je vous l'ai dit, j'ai refusé. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple, « mais il vous l'a quand même laissé. » La femme perdit son sang-froid. Ses doigts se mirent à trembler. « C'est absurde, » dit-elle faiblement. « Vous n'avez aucune preuve. » Mais la preuve était déjà dans la pièce, sonnant silencieusement. La voix timide de Lizzie Barrow s'éleva depuis l'embrasure de la porte. Mademoiselle Marple l'avait invitée à venir en tant que témoin discret. « Je vous ai vu avec lui, Madame Finch, près de l'église. Il était bouleversé, et vous aviez l'air effrayée. » Madame Finch rougit, la peur se transformant en colère. « Cette fille a trop d'imagination ?» Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant, telle une prédatrice sous ses aiguilles à tricoter. Henry Allerton craignait que quelqu'un découvre la vérité sur son passé, et vous craignez que Clara ne découvre ce qui était caché dans cette boîte en bois. Un halètement s'échappa des lèvres de Madame Finch avant qu'elle ne se couvre la bouche de la main. « Donc, » continua doucement mademoiselle Marple, « il a caché une cloche chez vous, et il a gardé l'autre. Mais hier soir, il est venu la récupérer. » La main de Madame Finch tremblait violemment à présent, le mouchoir brodé se tordant entre ses doigts. « Il vous l'a supplié, » insista doucement mademoiselle Marple.
Et quand vous avez refusé, il a menacé de révéler lui-même la vérité. C'est cela qui vous a effrayé. Non, sa voix se brisa. Non, vous ne comprenez pas. C'était Clara. C'est elle qui a exigé la cloche. Elle a dit qu'elle lui appartenait, qu'elle avait le droit de savoir. Mademoiselle Marple cligna des yeux, une fois, lentement. Clara vous a confronté? Hier soir? Madame Finch acquiesça, les larmes aux yeux. Elle était désespérée. Elle sait quelque chose, Mademoiselle Marple. Quelque chose de terrible. Une deuxième sonnerie dans le motif. La peur rebondissant entre deux femmes, toutes deux certaines que la cloche sonnait pour elles. « Mais il y a plus » murmura Mademoiselle Marple. Madame Finch enfouit son visage dans ses mains. « J'ai donné la cloche à Henry. Je lui ai dit d'y mettre fin, quoi que ce soit. Il est parti. Si vite. Et la boîte ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Finch secoua la tête. « Je ne sais pas où il l'a mise. » Elle disait la vérité, cette fois. Mademoiselle Marple laissa passer un moment, permettant à Madame Finch de respirer. Puis, quand Clara est-elle arrivée? Madame Finch cligna des yeux. Peu après le départ d'Henry. Miss Marple se leva, principalement pour examiner une dernière chose. Un porte-parapluie près de la porte. Parmi les parapluies se trouvait une canne, polie, avec un embout en laiton et portant une légère tache rougeâtre. Du sang, et de la longueur parfaite pour frapper la main levée d'un homme. Miss Marple se retourna, l'expression impassible. La canne de Monsieur Finch. Madame Finch suivit son regard, puis ferma les yeux, terrifiée. Dehors, le tonnerre gronda en guise d'avertissement. Miss Marple parla doucement, avec une clarté dévastatrice. Madame Finch, Henry Allerton n'était pas seul à se disputer hier soir. Madame Finch sanglota. Non, non, Léonard n'aurait jamais. Mais Miss Marple connaissait déjà la vérité. Il n'y avait pas que les secrets d'Henry en jeu. Les Finch avaient les leurs. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. L'inspecteur Crail fit irruption, trempé et furieux. « Mademoiselle Marple, que pensez-vous faire » Mademoiselle Marple leva les yeux, poliment composée. « Je pense, inspecteur, que pendant que vous enfermiez le mauvais suspect, » elle laissa son regard se poser de manière significative sur la canne. « Le bon est peut-être en train de s'échapper. » Crail suivit son regard et pâlit. « Barreau, saisissez !» Avant qu'il n'ait pu terminer, Madame Finch se précipita vers la porte arrière, telle une femme fuyant le glas de la vérité. « Léonard !» hurla-t-elle dans la tempête. « Léonard !» Le deuxième choc était arrivé. La mauvaise cloche avait sonné, et les véritables instigateurs du meurtre ne restaient plus immobiles. La pluie frappait la ruelle en violents coups diagonaux lorsque Mademoiselle Marple sortit dans la tempête, son parapluie s'ouvrant comme une fleur sombre. Le cri de Madame Finch résonnait encore dans l'air. Les villageois qui regardaient depuis leurs fenêtres retinrent leur souffle lorsque la femme traversa son jardin en courant vers la ruelle, sa jupe claquant au vent, appelant son mari. « Léonard, Léonard, reviens !» L'inspecteur Crail cria des ordres aux policiers, qui se précipita à sa poursuite avec toute la ferveur de la jeunesse. Crail lui-même se hâta de la suivre, bien que ses bottes glissaient dangereusement sur le gravier glissant. Mademoiselle Marple avançait plus lentement, mais ses yeux ne quittaient pas la direction dans laquelle Madame Finch s'était enfuie. Non pas vers la route, mais vers le chemin du presbytère, dans la même direction que celle où Henry Allerton avait été vu la nuit précédente. Les cloches de l'église, sombres et menaçantes, semblaient observer depuis leur clocher, lourdes d'avertissements muets. Lizzie Barrow courait à côté de Mademoiselle Marple, le souffle court à cause de la peur. « Pourquoi court-elle vers l'église » demanda-t-elle. « Parce que la culpabilité cherche toujours un refuge. »
répondit calmement mademoiselle Marple. Et parce que Léonard Finch est quelque part tout près? Très près. Ils le trouvèrent près du porche de l'église. Monsieur Léonard Finch, trempé jusqu'aux os, ses lunettes ruisselantes de pluie. Il se tenait raide, une main agrippant quelque chose enveloppé dans une toile cirée. Ses yeux étaient creux, comme s'il fixait le fantôme de l'aube lui-même. Léonard. Madame Finch trébucha vers lui. Nous devons t'expliquer, nous devons... Il la fit taire d'un seul regard, non pas de colère, mais de résignation. Le regard d'un homme fatigué de cacher la vérité. L'inspecteur Crail arriva, haletant. « Monsieur Finch, remettez-moi cela immédiatement. » Lentement, Léonard tendit le paquet en toile cirée. Crail s'en empara et le déballait avec impatience, révélant la boîte en bois verrouillée que Henry Allerton avait cherché à récupérer. Gravé dessus, 2 cloches entrelacées. Le cœur du motif était révélé. Les yeux de Crail s'écarquillèrent. C'est donc pour cela qu'ils se sont disputés. Mais mademoiselle Marple leva calmement la main. « Laissez-le parler, inspecteur. » Finch déglutit péniblement, tel un homme au bord de la ruine. « J'ai essayé de rester en dehors de tout ça, » dit-il d'une voix rauque. Mais Henry a insisté. Il disait que j'étais le seul en qui il pouvait avoir confiance. Il avait tort. Madame Finch sanglotait doucement dans ses gants. Finch poursuivit. Il est venu hier soir, réclamant la cloche. Cette boîte. Il disait que Clara avait appris quelque chose. Quelque chose qui pouvait la détruire. Il était prêt à tout pour la protéger. Il m'a supplié. Sa main tremblait. Des gouttes d'eau de pluie coulaient entre ses doigts. J'ai refusé. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Il s'est emparé de la boîte. Nous nous sommes battus. Il est tombé et s'est cogné violemment la main sur les pavés. Mademoiselle Marple retint son souffle. La paume écorchée d'Henry. Une cloche qui sonnait contre l'os. « Il s'est enfui, » murmura Finch, en serrant la boîte. « Et moi ?» Sa voix se brisa. « Je l'ai suivi. » Madame Finch gémit. « Léonard, je t'en prie. » Le visage de Finch se tordit de douleur. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai brandi ma canne uniquement pour attirer son attention, mais il s'est retourné. Le coup l'a frappé à la poitrine. Il a trébuché sur la route. Il ravala un sanglot. Il haletait, il ne pouvait plus respirer. Il m'a demandé d'aller chercher Clara. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Et la vérité arriva, terrible, inattendue. Parce que Clara Allerton a tué son premier mari. Lizzie poussa un cri. Crail cligna des yeux, surpris. Elle n'a dit la vérité à Henry qu'après leur mariage, dit Finch. Son premier mari était cruel, violent. Elle l'a frappé avec un tisonnier lorsqu'il l'a agressé. Le tribunal a déclaré qu'il s'agissait de légitime défense, mais le scandale hante une femme bien plus longtemps qu'un verdict. Henry a juré qu'il ne laisserait jamais le passé la rattraper. La cloche de l'église au-dessus d'eux gémit lorsque le vent poussa contre son support en fer. « Les cloches, » dit Finch, la voix tremblante. « La mère d'Henry, elle connaissait la vérité. Elle lui a donné ses cloches avant de mourir. Une pour lui, une pour Clara. Un rappel, si le passé revenait, ils devaient rester unis, sonner à l'unisson. « Et qu'est-ce qui les menaçait maintenant ?» demanda mademoiselle Marple. Finch ferma les yeux. Le passé est arrivé par la poste. Une lettre. L'ancien beau-frère de Clara avait trouvé leur nouvelle adresse. Il l'accusait. Il la menaçait de chantage. Il disait à Henry que le seul moyen de faire taire le scandale était de payer. Mademoiselle Marple inspira brusquement. Henry avait donc besoin de la boîte, la preuve que Clara avait agi de manière justifiée, pour enterrer le passé à jamais. Finch acquiesça tristement. Il voulait la cloche qui se trouvait à l'intérieur, une promesse faite à sa mère, et la lettre.
des preuves. Il m'a supplié de l'aider à les détruire. Et au lieu de cela, conclut mademoiselle Marple, vous l'avez frappé. Finch s'effondra à genoux, la pluie se mêlant à ses larmes. Il est tombé contre la porte, il a frappé, une fois, puis une autre fois, plus faiblement, mais Clara n'est pas venue assez vite. Un sanglot lui déchira la gorge. J'ai paniqué, j'ai laissé la cloche à côté de lui, j'ai pris la boîte, je me suis enfui. Madame Finch s'agenouilla à côté de lui, pleurant son nom. L'inspecteur Crail s'éclaircit bruyamment la gorge, sa bravade ne parvenant pas à dissimuler son malaise. « Donc, un accident », dit-il, même si le mot semblait désormais insignifiant. La voix de mademoiselle Marple était feutrée, grave comme la pierre sous leurs pieds. Ce n'est pas un accident, un homme mourant, suppliant qu'on le laisse entrer dans sa propre maison. Une sonnette qui aurait dû retentir en signe de sécurité et qui a plutôt sonné le glas de la peur. Elle leva les yeux, le regard brûlant d'un jugement silencieux. Ce n'est pas un meurtre par malveillance, inspecteur, mais par lâcheté. Et la lâcheté tue tout aussi sûrement. Le tonnerre gronda comme un verdict sévère au-dessus de leur tête. Crail s'avança et posa une main lourde sur l'épaule de Finch. « Léonard Finch, vous allez nous suivre. » Finch acquiesça, vaincu. Madame Finch se tourna vers mademoiselle Marple, suppliante, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, Clara lui pardonnera, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple soutint son regard, bienveillant mais inébranlable. « Non, ma chère. Clara pardonnera ce qu'elle doit pardonner, mais la cloche a sonné et son son ne sera pas oublié. » La pluie martelait son verdict sur les toits du village. Le deuxième choc avait révélé la main qui avait frappé, mais des vérités plus profondes attendaient encore, silencieuses, mais prêtes à retentir. Le soir tomba tôt, comme si la lumière du jour elle-même souhaitait se retirer de ce qui avait été révélé. La pluie s'était calmée pour devenir un murmure régulier, tapotant les haies et s'égouttant des avant-toits comme les perles d'un chapelet. St. Mary Mead respirait à nouveau, mais faiblement, anxieusement, comme une maison dont le lit d'un malade se trouve à l'étage. Clara Allerton fut ramenée chez elle juste après la tombée de la nuit. L'inspecteur Crail avait été contraint, à contre-cœur et en maugréant, de la libérer lorsque les aveux de Léonard Finch étaient parvenus au commissariat. Il la laissa à la porte sans s'excuser, impatient de revendiquer sa victoire dans la paperasse plutôt que dans la conversation. Clara entra dans le cottage silencieux, enveloppée dans un manteau emprunté, ses yeux cherchant désespérément quelque chose qui n'était plus là. Mademoiselle Marple l'attendait dans le salon. Clara se figea, la culpabilité et le chagrin lui coupant le souffle. « Je ne l'ai pas tué », lâcha-t-elle, les mots lui échappant sans formalité. « Ma chère, dit doucement mademoiselle Marple, je n'ai jamais pensé que vous l'aviez fait. » Clara s'affaissa, les mains tremblantes le long du corps. « Ils ont dit que j'avais menti. » « Oui, » répondit mademoiselle Marple d'une voix basse, mais chaleureuse. « Et c'est vrai, mais la peur fait mentir les innocents bien plus souvent que les méchants. » Clara se couvrit le visage, les larmes coulant entre ses doigts. Henry m'avait promis que personne ne le découvrirait. J'avais tellement peur de tout perdre à nouveau. Mademoiselle Marple la guida doucement vers le canapé. « Le passé est un fantôme très tenace, » dit-elle. « Il continue de réclamer notre attention longtemps après son heure. » Sur la table se trouvait la boîte en bois, qui n'était plus un mystère, mais qui était toujours fermée. Crail, pressé de se débarrasser des complications, l'avait remise sans l'inspecter. Les yeux de Clara s'écarquillèrent lorsqu'elle la vit. « Vous l'avez trouvée ?» Mademoiselle Marple acquiesça. « Il faut l'ouvrir, la vérité doit rester à sa place, non pas comme une arme, mais comme une explication. » Clara tendit la main avec hésitation vers le couvercle. Il résistait, il était verrouillé. Mais mademoiselle Marple, toujours prête,
sortit une petite épingle à cheveux et ouvrit le loquet avec une précision délicate. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, dont les bords étaient usés par les manipulations. Une deuxième cloche en laiton, brillante et intacte. Un petit battant en fer soigneusement enveloppé dans un tissu, Clara retint son souffle. Elle souleva la cloche d'Henry, et la pressa contre son cœur. Mademoiselle Marple prit la lettre. « Je peux ?» Clara acquiesça, la voix brisée. « Je vous en prie. » Mademoiselle Marple déplia le papier et lut en silence, mais son visage en disait long. Lorsqu'elle a eu terminé, elle plaça la lettre dans les mains tendues de Clara. Les doigts tremblants, Clara lut à haute voix, les larmes aux yeux. « Ma très chère Clara, si jamais cette lettre te parvient, cela signifie que je n'ai pas réussi à nous protéger du passé. Mais sache ceci, ce que tu as fait n'était pas de la violence, c'était de la survie. Quand on est pris au piège de la terreur, s'échapper devient un acte d'amour. Si un jugement doit être rendu, qu'il soit d'abord prononcé contre moi. Nous resterons unis, pour toujours. Henry. » Clara s'effondra. La cloche tomba sur les coussins du canapé tandis qu'elle enfouissait son visage et sanglotait. Pas délicatement, pas avec retenue, mais de manière brute, humaine et libératrice. Mademoiselle Marple posa tendrement sa main sur son épaule. « Tu n'étais pas seule à l'époque, » murmura-t-elle, « et tu n'es pas seule maintenant. » Clara saisit ensuite le battant, le petit morceau de fer qui donnait une voix au silence. Elle leva les yeux à travers ses larmes. « Il voulait le réparer ?» murmura-t-elle, « pour que nous puissions les faire sonner ensemble. Et c'est ce que vous ferez. Dis doucement, mademoiselle Marple. » On frappa doucement à la porte, doucement, respectueusement, à l'opposé des coups frappés à l'aube. Le vicaire entra, son chapeau tenu humblement. Crail l'avait sans doute envoyé, son bon sens externalisé. Il s'agenouilla à côté de Clara, lui offrant son réconfort, non pas en tant que membre du clergé, mais en tant que voisin. Miss Marple recula, laissant la grâce remplacer la déduction. Elle se dirigea vers la cheminée. À côté du contour tracé dans la poussière, elle remit la première cloche, celle qui était tachée, désormais nettoyée mais pas effacée, à sa place. Puis elle prit la deuxième cloche et la posa délicatement à côté. Une paire réunie, une promesse restaurée, 2 cloches, entières. Clara se leva, essuyant ses larmes du revers de la main. Elle se tint à côté de mademoiselle Marple. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle faiblement. « Maintenant, » dit mademoiselle Marple, « le village va en parler pendant un certain temps. Puis il se lassera d'en parler, comme le font toujours les villages. » Clara regarda les cloches, les yeux adoucis par quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Comprendront-ils un jour ?» murmura-t-elle. Miss Marple lui adressa un petit sourire serein. « On ne vit pas de la compréhension du village, ma chère, mais de sa propre paix. » La pluie se calma jusqu'à devenir quelques gouttes isolées. Le cottage, autrefois rempli d'inquiétude et d'ombre, était désormais empreint de détermination. Une maison en deuil, mais qui n'était plus hantée. Pourtant, alors que mademoiselle Marple tendait la main vers son parapluie, ses yeux se posèrent sur la fenêtre, vers la maison des Finch, où une seule bougie vacillait derrière les rideaux tirés. Le carillon n'était pas terminé. Une cloche avait sonné la vérité. La suivante devait sonner la conséquence. Le matin arriva tranquillement, trop tranquillement pour un village qui avait connu une telle agitation. La pluie avait lavé les rues, mais la tension persistait dans l'air humide, s'accrochant comme des toiles d'araignée oubliées lors d'un dépoussiérage précipité. Mademoiselle Marple se fraya un chemin le long d'Old Mill Lane, où les premiers rayons faibles du soleil frappaient les flaques d'eau comme des miroirs ternes et épars. Aujourd'hui, St. Mary Mead allait entendre la vérité qu'elle pensait déjà connaître. Mais la vérité correspondait rarement à la version préférée des commères.
L'inspecteur Crail se tenait devant la résidence Finch, les jambes écartées, l'expression solennelle et suffisante d'un officier qui se croyait à nouveau aux commandes. Le policier attendait à proximité avec un carnet, prêt à noter les aveux dans le récit excessivement héroïque préféré de Crail. Miss Marple s'approcha calmement. « Inspecteur », le salua-t-elle. Crail acquiesça d'un signe de tête sec. « Nous sommes prêts à arrêter M. Finch. Tentative de dissimulation de preuves, négligence, peut-être homicide involontaire. » Il renifla, savourant la sévérité de son propre vocabulaire. Le ton de mademoiselle Marple resta doux, mais ferme. « Monsieur Finch répondra de ses actes. Oui. Mais il n'était pas le seul à prendre les décisions qui ont conduit à la tragédie. » Crail fronça davantage les sourcils. « Nous avons les aveux de Finch. Que voulez-vous de plus ?»« La vérité dans son intégralité, » répondit mademoiselle Marple. Crail se hérissa. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple ne discuta pas. Au lieu de cela, elle frappa doucement à la porte des Finch. Madame Finch ouvrit la porte, pâle, les yeux gonflés, les mains tordant son mouchoir, jusqu'à ce que le tissu semble sur le point de se déchirer. Mademoiselle Marple, sa voix tremblait de peur. « Pouvons-nous entrer ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. À contre-cœur, la femme s'écarta. Léonard Finch était assis bien droit sur le canapé, une couverture sur les épaules. La nuit l'avait vieilli de plusieurs années. Il leva les yeux vers mademoiselle Marple avec la dignité résignée de quelqu'un qui s'attendait à être jugé, et qui peut-être même s'en réjouissait. Mademoiselle Marple s'assit en face de lui, posant soigneusement son sac à main à côté d'elle. « C'était de la lâcheté, » murmura Finch. « J'ai vu un homme mourir, et je ne supportais pas d'être considéré comme la cause de sa mort. Je me suis enfui. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « La lâcheté a joué un rôle, mais la lâcheté n'explique pas tout. » Madame Finch tressaillit, laissant échapper un petit son fragile dans sa gorge. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix empreinte de vérité. « Vous ne l'avez pas frappé dans l'intention de lui faire du mal, mais après, vous avez fait un choix. Et ce choix était partagé. » Madame Finch porta une main à sa bouche, comme pour faire taire des mots qu'elle ne contrôlait plus. Léonard regarda sa femme avec confusion, jusqu'à ce que la réalité lui apparaisse lentement. « Vous saviez, » murmura-t-il. « Vous avez vu ce qui s'est passé. » Les larmes de Madame Finch se mirent à couler. « Je vous ai suivi, je vous ai vu vous disputer, je l'ai vu tomber, je voulais aider, mais quand il s'est effondré... » Elle secoua violemment la tête, rongée par la culpabilité. « Je me suis figée. » Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur la sienne. « Et après? Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ?» Les épaules de Madame Finch s'affaissèrent. La cloche, cette horrible cloche, il l'avait placée près d'Henry, comme pour nous accuser. J'ai pensé que si Clara était la première à la voir, la responsabilité serait transférée. Sa voix se brisa, rauque et angoissée. J'ai pris le battant. Je l'ai jeté dans la haie. J'ai convaincu Léonard que nous devions cacher la boîte. Léonard la regarda avec un désespoir stupéfait. « Marianne, tu ne m'as jamais rien dit. » Madame Finch appuya son front contre ses paumes. « J'avais tellement peur. Tu aurais pu être emprisonnée. Et le village, il ne pardonnerait pas. Il ne pardonne jamais. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement. « Sainte Mary Mead est très rancunier. » Crail s'éclaircit bruyamment la gorge. « Alors, conspiration. Complicité. » Mademoiselle Marple leva la main d'un geste doux mais déterminé. « Inspecteur, je vous en prie. Ne confondons pas culpabilité et punition. » Elle se tourna vers les Finch. « Vous avez agi par peur, mais la peur ne peut dicter la fin. » La voix de Léonard n'était qu'un murmure rauque. « Que va-t-il se passer maintenant? Vous devrez faire face aux conséquences de votre négligence, » dit mademoiselle Marple. «
et vous direz toute la vérité. Chaque détail. » Le silence tomba, lourd comme une cloche qui n'avait pas encore sonné. Puis mademoiselle Marple se leva. Elle sortit de son sac à main le petit battant en fer, nettoyé et emballé. Elle se dirigea vers la cheminée, où une horloge décorative faisait tic-tac trop fort dans la pièce tendue. Elle posa le battant avec force, produisant un son clair et métallique. Les Finch se figèrent, le son tranchant leur effroi. « La cloche doit sonner, » dit calmement mademoiselle Marple. Mais pas comme une menace, comme un jugement. Elle regarda Léonard. « Vous expirez par vos aveux. » Elle regarda madame Finch. « Et vous expirez par la vérité. » Le couple se blottit l'un contre l'autre, brisé mais pourtant soulagé. Le poids du silence avait été plus lourd que la vérité ne pourrait jamais l'être. Miss Marple s'éloigna. L'affaire ne la concernait plus, même si elle l'avait menée à sa juste conclusion. Creel, qui prenait désormais des notes plus discrètement, murmura « Je suppose que vous avez résolu l'affaire. Encore une fois. » Miss Marple lui adressa un sourire poli et évasif. « Je ne l'ai pas résolu, inspecteur. Je l'ai réglé. Il y a une différence. » La vérité avait résonné, sur un ton à la fois amer et juste. Pourtant, mademoiselle Marple ressentit une vive douleur, une petite peine pour l'homme qui avait frappé à l'aube, espérant que la personne qu'il aimait le plus ouvrirait la porte à temps. C'était à nouveau dimanche, à St. Mary Mead. Une matinée lumineuse, fraîchement lavée et faussement joyeuse. Le genre de journée où l'on pourrait oublier que le chagrin avait jamais frappé les petits villages. Mais le chagrin a tendance à s'installer dans le sol, même sous les roses. Henry Allerton fut inhumé avant midi. Ce fut un enterrement modeste, la voix douce du vicaire résonnant dans le cimetière, se mêlant aux sanglots discrets de ceux qui le connaissaient trop peu pour le pleurer profondément, et de ceux qui ne le connaissaient pas du tout, mais regrettaient leur ignorance. Clara se tenait près de la tombe, vêtue d'un simple manteau noir, tremblant légèrement. Miss Marple, qui observait discrètement à quelques pas de là, admirait le courage tranquille qu'il fallait pour se tenir là, où l'amour et la tragédie s'entremêlaient. Creel restait près de la porte, les bras croisés, comme si les funérailles n'étaient que de simples formalités administratives. Le policier lui murmurait quelque chose à l'oreille, prenant des notes. Mais personne ne leur prêtait vraiment attention. La justice, lente et imparfaite, avait commencé son cours. Les Finch étaient également présents, Léonard entre deux officiers, Marianne affichant un calme qui semblait artificiel. Elle tendit la main vers Clara pendant un bref instant, dans un geste de remords, d'excuse, de reconnaissance. Clara, après un bref moment d'hésitation, lui rendit son étreinte. Le pardon n'était pas promis, mais il avait été reconnu. Les cloches de Sainte Mary sonnèrent au-dessus d'eux, solennelles, délibérées. Leur son se propagea dans l'air comme une bénédiction, le premier son clair depuis le début de cette épreuve. Le regard de mademoiselle Marple se porta vers le haut. Pas les cloches en laiton du chagrin des Allerton. Les vraies cloches du village, régulières, sans dissimulation, honnêtes. Elle soupira, doucement satisfaite. Plus tard, Clara invita mademoiselle Marple à revenir au cottage. Les rideaux étaient désormais ouverts, les fenêtres entr'ouvertes pour laisser entrer l'air frais. La cheminée n'était plus vide. Les deux cloches trônaient fièrement l'une à côté de l'autre, polies par les mains de Clara, jusqu'à briller discrètement. « Je me sens différente aujourd'hui, » murmura Clara en les regardant. « Comme si elles ne m'accusaient plus. Elles ne l'ont jamais fait, » dit Miss Marple. « Elles ont simplement attendu. »« Attendu quoi ?» demanda Clara, sans vraiment la regarder dans les yeux. « La vérité, » répondit Miss Marple, « et que vous ne la craigniez plus. » Les lèvres de Clara tremblèrent. Elle apprenait à vivre avec le passé, non pas effacé, mais compris. Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. Henri serait fier.
Clara s'autorisa enfin un petit sourire fragile. On frappa à la porte, doucement et poliment. Clara leva les yeux, le souffle coupé. Mademoiselle Marple lui fit un signe d'encouragement. Clara ouvrit la porte. Madame Price se tenait là, portant un plat recouvert d'un torchon propre. Derrière elle, Madame Hartnell avec un bocal d'oignons marinés. Monsieur Miller avec du pain frais. Un village ne s'excuse pas. Il nourrit. Il prend des nouvelles. Il revient à la routine, tout en ajustant tranquillement sa conscience. Clara cligna des yeux, submergée par l'émotion. « Merci, vraiment. »« C'est ce que font les voisins, » répondit Madame Price avec une sincérité presque offensée. Mademoiselle Marple prit congé discrètement, se glissant dehors, tandis que le cottage commençait à se remplir d'une gentillesse timide. La ruelle scintillait sous le soleil de l'après-midi. Les oiseaux gazouillaient à nouveau. Les chats reprenaient leur patrouille. Un livreur de journaux sifflait un air légèrement faux. La vie, sans complexe et imparable, reprenait son rythme. Mademoiselle Marple s'arrêta devant son portail. Elle se retourna une fois. À l'intérieur du cottage Allerton, Clara avait commencé à rire, un rire doux et hésitant, mais un rire tout de même. Un son agréable, un son plein d'espoir. Mademoiselle Marple entra dans son salon et rangea soigneusement son parapluie dans son porte-parapluie. Son tricot l'attendait dans son panier habituel, les aiguilles croisées exactement comme elle les avait laissées. Une théière encore chaude depuis avant les funérailles. St. Mary Mead semblait à nouveau en équilibre. Pas inchangée, mais stabilisée. Elle s'assit dans son fauteuil préféré, écoutant brièvement les doux bruits du village. Les cloches avaient sonné. Les secrets et la lâcheté avaient été révélés au grand jour. Et l'aube, qui autrefois représentait une menace pour les Allerton, offrait désormais une promesse de guérison. Discrètement, Mademoiselle Marple prit ses aiguilles. Un nouveau motif. Un point plus calme. Un retour à la vie normale, bénie, fragile et bien plus précieuse pour avoir été perturbée. Le village continuerait à colporter des ragots, comme il l'avait toujours fait. Mais finalement, le nom d'Henry Allerton serait associé à quelque chose de plus doux que le scandale. Un homme qui aimait passionnément, un homme qui avait demandé de l'aide, un homme dont la cloche avait finalement sonné juste. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Elle avait toujours préféré les mystères dont la fin rétablissait la paix, plutôt que ceux qui la détruisaient.